Bonsoir à tous. Merci d'avoir veillé. C'est rare qu'on fasse des rencontres à cette heure-là, 21h. C'est même la première fois, je crois. Merci beaucoup d'être là. Et je peux vous promettre une chose, c'est que vous n'allez pas perdre votre temps. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Pour de vrai, comme on dit dans les cours d'école. Alors évidemment, chacun de vous le connaît. On ne peut pas être français, avoir plus de 7-8 ans et ne pas connaître François-Olivier Gisbert. Il est à la télé, à la radio. On a lu ses papiers dans les journaux de tous bords depuis des décennies. C'est une vieille connaissance pour nous tous. Aujourd'hui, il a écrit un dernier livre, tout juste paru, qui s'appelle « Voyage dans la France d'avant ». Et vous allez rencontrer dans ce livre les années récentes, notre époque, vue par Gisbert. Moi, je le dis comme je le pense parce que je le connais depuis très longtemps. Comme journaliste et comme homme, c'est quelqu'un parmi les plus doués, les plus complexes, les plus libres et les mieux informés qui soient. Personne, journaliste aujourd'hui, est mieux informé que Gisbert pendant toutes les années où il exerçait sa fonction de journaliste. Et dans ce livre, je dirais que par rapport à tous les livres précédents, c'est le vrai livre de Gisbert, dans lequel il nous donne non seulement ce qu'il pense, mais ce qu'il est, ce qu'il pense aussi, et toute l'image qu'il a du temps passé et des temps futurs. Il a souvent la dent dure, Gisbert. Il ne ménage pas les politiques, mais on va découvrir aussi, vous allez le voir, c'est peut-être la première fois dans un livre de Gisbert, vous allez voir son immense, immense, immense tendresse. Il a la dent dure et le cœur tendre, et c'est ce qui fait un homme. Face à cette question qui nous concerne tous, que s'est-il donc passé en France ces dernières années? Pourquoi? Et que faire maintenant? Surtout, dernier point, c'est le journaliste le plus libre de tout engagement de toute la France. Et c'est donc un livre en toute liberté. On a beaucoup de chance d'avoir François-Olivier Gisbert avec nous ce soir. Mais c'était mon éloge funèbre ou quoi, là? L'homme le plus vivant et le plus libre. On peut pas être... Toi, tu as un truc, on se ressemble beaucoup, c'est qu'il bosse énormément. C'est-à-dire, c'est peut-être la seule personne, quand vous êtes interviewé, ben ça m'arrive beaucoup, d'être interviewé quand on sort un livre. Lui, il a tout lu, regardez ça, les notes partout. Ça m'impressionne parce que moi, je suis pareil. Je ne veux pas dire que je m'impressionne moi, mais il m'impressionne plus parce que lui, il le fait systématiquement. Moi, je le fais quand même une fois sur deux. Enfin, c'est ce que vous dites pour paraître sage. Non, mais je vais te faire le truc de Reagan dans les débats. On se tutoie d'habitude, non? Oui, on se tutoie. Ça va le gêner, mais bon. Alors, vous savez, je vais commencer par une question simple, mais qui me tarabuse depuis que je vous connais. Comment, de quel bois faut-il être fabriqué pour être, à tour de rôle, pas l'ami, pas le proche, mais le confident de deux présidents de la République successifs qui sont aussi différents. Même 2, 3 ou 4. Hein. Oui. Ouais. Le confident. Vous avez eu avec des présidents de la République des confidences comme aucun autre journaliste n'a. C'est pour ça que je disais que vous étiez bien informés. Et vous avez notamment Jacques Chirac et François Mitterrand. Comment avez-vous fait pour rentrer dans l'intimité de ces deux présidents? Bon, c'est très facile. Non, vraiment, c'est très facile. C'est pas un don. Quand je suis monté de ma petite province, j'ai tout de suite été attiré par deux journalistes, des femmes, Michel Cotta et Catherine Ney. Et je dois dire que j'étais plus attiré peut-être
par la façon de travailler de Catherine Ney, que j'ai abondamment copié, pour mon bien d'ailleurs, dans les années qui ont suivi. Et j'ai un souvenir encore très précis, au début de ma vie de journaliste, j'ai tout de suite sympathisé avec un politique, c'est le politique sans doute avec lequel j'étais le plus ami, et Dieu sait si j'en ai foutu dans la gueule quand il était Premier ministre, parce que ça n'empêchait pas, et ça n'empêchait pas du tout les relations, c'était Pierre Mauroy. C'était? Pierre Mauroy, qui était vraiment un ami. Ah oui, vous étiez vraiment... Bon, je châtais bien, mais je l'aimais beaucoup. Et je me souviens toujours de lui en me disant, bon, alors que c'était le type qui était toujours en retard, il dit, là, attends, il faut que j'y aille, là, parce que je suis désolé, mais je déjeune avec Catherine Ney. Et c'était pas pour la draguer, parce qu'il m'a dit, elle est formidable, mais c'est la meilleure conversation de Paris. Alors voilà, je réponds à la question. Quand j'avais un rendez-vous avec Mitterrand, avec Chirac, avec tous ces gens-là, au début, parce qu'après ça coule de source, mais au début je préparais. Je préparais, c'est-à-dire, là, je prenais des notes, j'essayais d'avoir des trucs, pour raconter des histoires, être drôle, intéressant, leur parler de livres, etc. Puisque un journaliste politique, d'ailleurs, même un patron de journal, moi je me souviens de Mitterrand me disant, ça c'est horrible à dire, mais c'est vrai, il me parlait des journalistes, enfin des chroniqueurs reçoit, et il dit quand même, je veux dire, je vais parler les morts, j'aime pas faire ça, mais c'est vrai, il me disait, vous êtes quand même très différents des autres, parce que qu'est-ce que je m'emmerde quand bon, je peux dire les interviews. Jean Daniel, Serge Julie, enfin tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont chiants, Alain Duhamel, etc. Il parlait pas, il pouvait dire chiant, mais enfin, c'est pas un mot qu'il employait souvent. Et il parle d'eux, je laisse parler, je pose des questions, puis je pense à autre chose. Et c'est vrai que moi, je préparais. C'est-à-dire que je me disais, tiens, une histoire drôle. Mitterrand, il fallait des histoires drôles. Chirac aussi, des vieilles expressions. Après, il fallait un bruit de chiotte, une histoire, vous voyez, comme on dit dans notre langage châtier, une histoire de cul. Lest. Non, non, une information. Une histoire un peu entre un tel et un tel, est-ce que vous êtes au courant? Des choses comme ça. Et donc, ce que Catherine Ney faisait très bien. Et donc, toutes les défenses tombent et on devient une attraction, comme l'était Catherine Ney. Et je pense que j'étais une attraction. J'avais le profil pour ça, parce que c'est vrai que je suis tout à fait la devise d'Alberto Giacometti, à qui j'ai dédié finalement ce livre, parce qu'il m'a énormément apporté quand j'étais adolescent, et il me donnait des leçons de vie, quoi. Notamment cette formule que j'ai trouvée sur une feuille volante, je ne savais pas quel jour, etc., et que j'avais entourée, qui était « n'en fais qu'à ta tête ». Non, donc, et quand vous êtes drôle, que vous êtes libre, ils adorent ça, et ça les change. Ça les change des journalistes qui sont très chiants. C'est ça la réalité. J'étais pas chiant, mais j'étais pas chiant parce que je préparais. Parce que vous prépariez, oui. C'était comme une interview, enfin, c'était pas des questions, c'était plus des choses pour les intéresser. Et alors, je ne sais pas si j'ose jamais fait comme Mauroy avec Catherine Ney, là, avec le déjeuner, en disant bon, il faut que j'y aille, j'ai Catherine Ney, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'elle est. Elle est vraiment passionnante, elle est drôle, mais c'est la personne. Je le savais, je lui ai dit ah oui. Et de la même façon, vous êtes le seul de la presse française à être passé de l'Obs au Figaro, 17 ans dans l'un, 12 ans dans l'autre. Vous avez été dans les journaux d'étendard de la gauche et vous avez suivi la droite de la... Oui, mais j'en faisais qu'à ma tête quand j'étais Et pourquoi on Par est exemple, quand chercher... j'étais à l'Observateur, c'est notoriété publique. J'ai voté en 1981 pour Valéry Giscard d'Estaing au deuxième tour. Et au premier tour, j'ai voté Jacques Chirac. Et en 1974, c'est vrai, j'ai voté Mitterrand aux deux tours. Et voilà, j'ai toujours voté comme ça librement, et je l'avais dit à tout le monde. C'est pour ça que quand je suis devenu directeur de la rédaction du Nouvel Observateur en 1985, il y a une partie de la rédaction, enfin une partie, peut-être pas assez, mais quand même un certain nombre, qu'on a un peu poussé dehors, parce qu'ils disaient, oui, il y a un problème de liberté de conscience, le journal va virer à droite, et avec le directeur, le patron, le propriétaire de l'époque, Claude Perdriel, on les a aidés à partir en leur donnant pas mal d'argent. Ça les a aidés à partir. Mais vous êtes le seul à avoir fait ce trajet-là, c'est ça que je veux dire.
Bah, on dit souvent qu'on passe de la gauche à la droite, mais moi, franchement, j'ai pas l'impression. D'avoir changé de bord. J'ai pas l'impression d'avoir changé de bord. La preuve, j'ai gardé les amis. Mais oui, c'est vrai. J'ai pas changé d'amis, j'ai gardé toujours les mêmes amis. J'ai pas de. Non, vous savez, je pense que quand, par exemple, vous les uns les autres, vous devez penser que c'est un journal, ça marche un peu comme un parti. Or, quand on fréquente, moi j'ai bien fréquenté les deux, c'est très frappant de voir, par exemple, je veux pas lever des mystères, ce serait pas bien de le faire, mais quand j'étais au Nouvel Observateur, je me souviens très bien, à l'élection présidentielle de 1988, j'étais dans la direction. Hein, j'étais patron. Enfin, non, j'étais le patron, en fait. C'était le patron de la rédaction. En fait, j'étais le patron du journal, en fait. Et parce que j'avais la confiance totale de Père Driel, et puis ça marchait très bien. Donc, voilà. Et donc, tout le monde me parlait. Bon, bah, il y a des figures importantes du Nouvel Observateur qui ont voté Barre au premier tour, et notamment un très connu qui a voté Chirac au deuxième tour. Il s'en est pas inventé, mais enfin il me l'a dit, il a dit à d'autres, et c'était évident par rapport à ce qu'il racontait, par rapport à ce qu'il pensait. Et le Figaro, où je suis arrivé, au temps d'Hersan, bon, il y avait des socialistes à des postes pas vraiment de responsabilité, mais le Figaro a été d'ailleurs un très grand journal sous la direction d'un grand bonhomme qui s'appelait Pierre Brisson, qui était le spécialiste du théâtre au journal quand la veuve d'un ancien propriétaire, enfin qui lui avait filé le journal, pas la veuve, pardon, c'était la femme, l'ex-femme d'un ancien propriétaire qui s'appelait Coty, François Coty, le parfumeur, et il divorce et il file le journal à sa femme. Et sa femme, tout de suite, a l'idée de prendre le patron du théâtre, enfin, qui faisait la chronique théâtrale, qui s'appelait Pierre Brisson. Très grand patron. Ben, il votait socialiste. Vous me direz, c'était la SFIO, mais en quatrième. Mais il s'en vantait pas, d'ailleurs, mais enfin, tout le monde le savait. Il s'en cachait pas. Donc, les journaux, ce n'est pas des partis politiques, c'est très différent. Et simplement, on aime les lecteurs, on respecte les lecteurs. Si on est plus à gauche que les lecteurs, bah, de toute façon, il y a une forme d'ouverture. Il y avait le Figaro du temps de Brisson, était très ouvert. Et le Nouvel Observateur de mon temps était extrêmement ouvert, puisque j'ouvrais évidemment. J'ai coupé les cordons avec le Parti Socialiste, c'était absolument nécessaire et vital. Mais après, la gauche pouvait s'exprimer, mais la droite aussi. C'était plus ouvert. Et ça restait un journal de gauche, quand même, globalement, mais moins primaire, un peu plus intelligent, si je peux me permettre. Ouvert. Alors. Parce que les journaux de gauche ne sont pas toujours intelligents, les journaux de droite non plus. Hein. Une chose, on va parler beaucoup des dirigeants, qui sont évidemment les premiers responsables de tout ce qui arrive dans le pays, mais vous ne ménagez pas non plus les Français. Non, bien sûr. Les Français. Et vous dites, les passions tristes ont envahi les passions le pays. Tristes. Vous savez, c'est la formule c'est Spinoza qui a défini les passions tristes. Il y a la jalousie, la convoitise, le ressentiment, enfin tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est très propre à la France. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France qu'on hait très souvent le voisin, le riche à côté, alors que, par exemple, si je prends l'Italie ou l'Allemagne, on l'accepte, on n'est pas gêné par les différences. C'est un peu la même chose aussi en Grande-Bretagne. Et aux États-Unis encore. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Alors ça, c'est un autre monde. À la limite, on admire le riche, etc. C'est presque un critère de qualité, quoi. Ça veut dire que c'est un grand bonhomme. Et c'est vrai que c'est très propre à la France et ça la bloque un peu. Et je pense que on peut dire que ça remonte à la Révolution. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Tocqueville. Et c'est vrai que la France a un problème avec l'égalité. C'est-à-dire que on voudrait que tout le monde soit égal, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas fonctionner. Mais comme l'a très bien dit Tocqueville, les Français, ils veulent l'égalité dans la liberté, et puis si ça ne marche pas, ils sont prêts à avoir l'égalité dans la servitude. Ils sont presque prêts à avoir la servitude pour se sentir égal. Et je crois que c'est un problème de la France. Et le problème, on le retrouve d'ailleurs sur le plan politique, puisque la France est quand même le seul pays qui reste marxiste aujourd'hui sur le plan idéologique. Hein. Je parle des Français, hein. Je ne parle pas de la classe politique qui comprend que, par exemple, toutes ces mesures idiotes que le Parti socialiste tente de faire voter, c'est notamment le Parti socialiste, pour taper sur les riches, pour essayer de se faire bien voir des Français, parce que c'est ça, ils font ça pour ça,
Eh ben, c'est inimaginable en Italie, en Allemagne, dans beaucoup de pays. Parce qu'ils savent que c'est important dans un pays, si on veut d'ailleurs pouvoir redistribuer. Attention, moi je dis ça, j'ai l'air d'un horrible ultralibéral, j'accepte volontiers, mais je suis redistributeur. Je veux dire que on peut être juste, chercher la justice. Oui. Une société, il faut qu'elle répartisse, qu'elle prenne l'argent, qu'elle redistribue. Et puis, il y a un modèle social en France qu'il faut essayer de garder. Mais ça, je ne conteste pas ça du tout, au contraire. Je suis très bien là-dedans. Mais le problème, c'est que pour que ce modèle social se développe, vous avez vu ce qui coûte, parce que c'est l'endettement aujourd'hui de la France, c'est-à-dire la France est à sec, et il y a un très bon livre de Nicolas Dufour, que je trouve absolument lumineux, qui s'appelle La dette sociale de la France, qui est le patron de la BPI, qui explique très bien la réalité des choses, c'est-à-dire on s'endette pour payer notre modèle social, c'est-à-dire on met en péril notre avenir, nos enfants, les prochaines générations, pour payer le modèle social d'aujourd'hui, parce que c'est ça la réalité des choses, ce qui est proprement honteux. Et si vous voulez, le sujet, c'est que c'est possible, par exemple la dette, on sait très bien que le problème de la dette, il faut essayer d'élargir le gâteau, il faut essayer de créer de la richesse, donc faire exactement le contraire que font les imbéciles à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut favoriser les investissements étrangers, il faut encourager les riches à rester et investir en France, etc., pour élargir le gâteau, et à partir de là, on peut distribuer. Mais c'est ça. Et là, il n'y a pas cette logique. Vous voyez, c'est ça qui est fascinant. Et ça, c'est le marxisme, avec les résultats que l'on sait, les formidables succès économiques de l'Union soviétique, etc. C'est-à-dire, avec ce type de politique, le gâteau va se réduire en permanence. Il y aura de moins en moins à redistribuer, puisque on crée de moins en moins de richesses. La France dépense plus qu'elle produit, et crée de moins en moins de richesses, parce qu'elle a quand même réussi à se désindustrialiser. Le pays, aujourd'hui, le plus désindustrialisé de l'Europe, aujourd'hui, c'est la France, ex aequo avec la Grèce. Ça en dit très long, hein, c'est-à-dire que... Et puis, on a tendance à importer aujourd'hui très souvent des produits assez sophistiqués et à exporter des produits bruts, un peu comme un pays du tiers-monde. Et ça, c'est notre faute. C'est la faute d'une fiscalité qui chasse les entreprises. Hein, et cette fiscalité, elle a commencé surtout en 80, elle a commencé un petit peu avant avec Barre, mais c'est bien développé en 1980, et après la droite, la gauche, tout le monde s'y est mis, c'est-à-dire, et on taxe les entreprises, et la désinformation de la gauche fonctionne tellement bien que un bouffon qui présidait, je crois, une commission parlementaire au Sénat, nous a expliqué que les aides aux entreprises, c'était le problème, c'était 290 milliards. Et là-dedans, il met évidemment les 4 milliards de France Télévisions, enfin, il met des choux, des carottes, des tas de trucs, etc., pour arriver à ce chiffre. Et tout le monde sait que c'est pas vrai. Mais si vous voulez, la désinformation a marché. D'où d'ailleurs après les propositions Zuckman, etc. Oui. Et alors qu'on sait que ces 50 milliards d'aides, mais pourquoi ? Parce que les entreprises sont saignées. Et pour vous expliquer, c'est très simple, c'est un chiffre que les politiques ne donnent jamais, parce qu'au fond, ils ont tellement honte. Mais vous regardez 2 chiffres sur les dernières décennies, les 4 dernières décennies. 63% des emplois industriels, des groupes industriels en Allemagne, en France, excusez-moi, 63% des emplois des groupes industriels en France ont été délocalisés. 63%. C'est énorme. C'est-à-dire, et les entreprises ont été poussées, en fait, à délocaliser, c'est-à-dire, ce qui est très compliqué pour une entreprise, parce que, bon, ça peut augmenter les profits, en même temps, il faut faire des usines, il faut former des gens, enfin, c'est tout un casse-tête. Dans le même temps, en Allemagne, 23% des entreprises, des groupes industriels allemands ont délocalisé leurs emplois. Vous voyez un peu la différence ? C'est complètement dingue. On s'est tiré des balles dans les pieds avec cette fiscalité de dingue. Et c'est ça que nous payons aujourd'hui, entre autres, parce qu'après on peut continuer, mais ce chiffre-là, il explique absolument tout. Si les patrons français sont allés investir à l'étranger, délocaliser les emplois à l'étranger, c'est pas parce que c'est des salauds, parce que ce sont des antipatriotes auxquels il faudrait retirer le passeport, comme dit François Ruffin. Non, c'est parce que de toute façon, si vous voulez garder leur boîte, si vous voulez qu'elle continue à exister, il fallait s'en aller. En Allemagne, ils n'ont pas été obligés.
Donc la désindustrialisation, ça je dis ça pour Éric Zemmour et les partisans qui sont dans la salle, ça n'est pas la faute de l'Europe. Attendez, je ne suis pas un Européen BA et moi je suis plutôt pour une Europe des nations. Mais ça n'est pas non plus la faute de la mondialisation. C'est notre faute à nous, à une fiscalité lâche qui exempte d'ailleurs une grande partie des Français, mais qui frappe les entreprises, l'outil de travail, etc. On sait par exemple les impôts sur la production sont 5 fois plus élevés en France qu'en Allemagne, notamment. Enfin, c'est un chiffre parmi d'autres, mais il y en a plein comme ça. Et je vais terminer juste par l'anecdote de Reagan que j'adore. Pour définir le socialisme, enfin la gauche en général, Ronald Reagan disait « Quand ça bouge, bah, on taxe. Quand ça bouge encore, bah, on réglemente. Et puis quand ça bouge presque plus, bah, on subventionne. » Voilà, c'est un peu ça, c'est ça la France d'aujourd'hui. Donc effectivement, on fait 50 milliards d'aides pour éviter que les entreprises crèvent. Alors, juste un mot sur les responsables politiques dont on va parler maintenant, économiques et politiques, qui sont quand même les premiers responsables des décisions qui sont prises. Depuis 30 ans, énorme affaiblissement de la France à tout point de vue, on va dire, culturel, économique. Même dans la justice, il n'y a pas eu tellement de progrès formidables. Quand a commencé l'affaiblissement et pourquoi continue-t-il ? Bah, c'est-à-dire, d'abord, on paye aussi l'histoire. Hein. C'est-à-dire, moi, j'essaie de prendre justement un peu de recul. Je n'accuse pas un tel ou un tel. Mais si, c'est absurde de faire ça. Et puis, la France était très bas. En 1958, elle était par terre. De Gaulle l'a remontée. Parce que ceux qui ont abaissé la France ont abaissé la France que De Gaulle avait redressée. Puisque, souvenez-vous, après un plan de rigueur que les imbéciles appelaient, il y avait peut-être moins d'imbéciles à l'époque, appelleraient en tout cas un plan d'austérité, au bout d'un an, la France avait une croissance de 5-6% sous De Gaulle, il faut s'en rappeler. Moi, il y a pas mal de jeunes dans la salle, je ne pense pas que leur prof d'économie leur ait expliqué ça, mais les gens venaient du monde entier pour parler du modèle français. Il y avait le célèbre Hudson Institute, un institut de futurologie, Herman Kahn. Ben, on voyait même la France peut-être être en tête sur un critère important qui est la richesse nationale par habitant. C'est-à-dire la France était, au début des années 70, elle était dans le trio de tête des 5 pays avec les États-Unis, la Suède et la Suisse. On était à ce niveau-là, la richesse nationale par habitant. Aujourd'hui, on est 26, 27e, on descend tous les ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même ça aussi la réalité. Et alors, c'est quand a commencé la pente inverse? Bah, très clairement, je pense qu'elle a commencé en 1981, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Après, ça a continué, la droite continuant la politique de la gauche, et jusqu'à Emmanuel Macron, avec cette idée stupide, absolument stupide, que Jacques Rueff, l'homme qui a redressé la France avec De Gaulle, 58, enfin, qui a été l'auteur du plan Pinet-Rueff, enfin c'était Jacques Rueff qui était un grand économiste anti-keynésien d'ailleurs, qui a vraiment relancé la France, avec cette idée toujours stupide que il faut dépenser plus, il faut augmenter les dépenses tout le temps, c'est comme ça qu'on aura de la croissance. Ça ne marche pas. Bon, les électeurs sont contents, tout le monde est content parce qu'on dépense plus, donc il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème avec social en tout cas, mais et la réalité c'est que en même temps, il n'y a pas de croissance. Donc c'est comment dire, on s'enferme dans un système sans croissance. D'ailleurs, vous allez voir là avec les augmentations de dépenses et puis d'ailleurs des impôts. Bon, je pense que le budget, c'est un peu une blague, le budget des députés. Et puis heureusement, le Cornu va remettre un peu d'ordre là-dedans. Mais enfin, de toute façon, ça ne va pas le faire. C'est-à-dire, il n'y aura pas de croissance. C'est-à-dire, nous sommes condamnés à la récession. Il n'y a que le président qui croit que la France a la plus grosse croissance en Europe. J'ai entendu ça l'autre jour, mais je me disais... Il n'a pas lu le journal depuis longtemps. Il parlait du mois dernier, il n'était pas... Alors, vous citez une phrase d'Henri Queuille que je ne connaissais pas et qui est assez formidable. La politique ne consiste pas à faire taire les problèmes, mais à faire taire tous ceux qui les posent. Est-ce que c'est vrai, ça? Bah oui.
Mais c'est la mauvaise politique. Enfin, c'est une mauvaise façon de faire la politique. Mais les Français ne sont pas si bêtes. Ah ben non. C'est qu'on constate que les politiques qui posent les problèmes et qui gênent et qui ne parlent pas comme les autres sont souvent très populaires. Alors on me dirait, ils ne sont jamais élus président, ça c'est sûr. Mais regardez la popularité de Barre à une époque ou de Rocard quelques années plus tard. Ce sont des gens qui posaient les problèmes, qui taisaient pas les problèmes, justement, qui les disaient sans arrêt, et même parfois sur un ton un petit peu fort, et puis les Français les aimaient. Et François Bayrou aussi, regardez ces dernières années, aussi tout le discours qu'il a pu tenir sur la dette, où il était pratiquement le seul, pour les générations, le seul personnage politique à tenir ce discours, et ben finalement, on voit bien que ça imprime. Ça a infusé. Donc, vous voyez, faut pas mépriser les Français. C'est ça ce que font souvent les politiques, c'est-à-dire qu'ils veulent éviter d'avoir des problèmes. Par exemple, je vais vous dire quelque chose qui montre le mépris. Mais d'ailleurs, à justifier le mépris. Les grandes grèves de 1995. Les grandes grèves de 1995, dès que Jacques Chirac a été élu, vous vous souvenez, Alain Juppé était Premier ministre, et il fait ce plan de réforme de la sécurité sociale, et puis il dit en même temps, d'ailleurs, Chirac tique un peu, il laisse faire, mais il faut peut-être revoir ces histoires de régimes spéciaux de la SNCF, vous savez, qui permettaient aux agents roulants de la SNCF de partir à la retraite à 50 ans. Non, on va arrêter ça, ce système-là, c'est pas bien. Bon. Eh bien, la France s'arrête. Et finalement, s'arrête pendant... Enfin, c'est effrayant, quoi. Plus que ça. Un mois. Horrible. Et je me souviens, j'ai entendu Chirac disait, mais vraiment, les Français sont des cons, quoi. Mais c'est quand même... Et c'est vrai, il avait raison. Mais comment ils ont fait se mettre en grève pour que les agents roulants de la SNCF, on n'ait plus autant de la bête humaine, le film de Gabin, charbon. C'est quand même autre chose. Ça ne fonctionne plus au charbon. Et c'est dur, agent roulant de la SNCF, il ne faut pas exagérer quand même. Il y a des métiers plus durs, quoi. Pourquoi ils partiraient à la retraite à 50 ans? Les Français se sont arrêtés pour ça. Ils ne sont pas du tout arrêtés pour la réforme de la sécurité sociale qui est passée. Elle est passée, on n'a rien changé là-dessus, mais c'est vrai que dès que Chirac et Juppé ont décidé de retirer ce petit bout de réforme sur la réforme des régimes spéciaux de retraite, immédiatement la France est repartie au boulot. Et là, si vous voulez, on voit très bien, c'est aussi... Bon, je comprends les syndicats, de toute façon, ils font leur boulot, mais enfin, c'est quand même une bêtise. Les syndicats ne sont pas censés préparer l'avenir du pays à long terme. Mais enfin, tout ça a été profondément stupide. C'est aussi une inégalité, une inéquité absolument incroyable. Et derrière, vous aviez quand même une grande partie de la classe intellectuelle. Je me souviens notamment du discours absolument débile du grand sociologue, sociologue, je ne sais pas... Pour ceux qui arrivent à le lire, parce que c'est du charabia, moi j'ai essayé je cite des extraits dans le livre d'ailleurs. Ah oui, j'ai pris la distinction, c'est Pierre Bourdieu, le grand sociologue. Denis Podalades dit que c'est absolument génial. Oui, oui. Alors, vous prenez la distinction, par exemple, ou n'importe quel de ses livres d'ailleurs, vous prenez par hasard, vous commencez à lire, vous comprenez absolument rien. Et je sais pas, je crois qu'il comprend pas ce qu'il dit d'ailleurs lui-même, c'est impossible. Mais c'est tellement dingue. Bon. Et moi j'ai découvert ça en préparant le livre. Parce que je n'avais jamais eu l'idée de le lire. J'avais lu qu'un livre qu'il avait fait qui était très bien sur les pauvres, sur la misère du monde, excellent livre, mais qui était un livre, pas de sociologie, un livre de journaliste, qui faisait parler les misérables, qui était une enquête, qui était un très bon livre, ça j'avoue que j'ai lu. Mais j'avais jamais vraiment essayé de lire les autres, c'est absolument lisible. Et ce type, il fait un grand discours idiot à la gare de Lyon, devant les travailleurs, et il dit, à propos de cette réforme sur le régime spéciaux, donc, qui met en question la retraite à 50 ans pour les agents roulants de la SNCF, il dit, voilà, c'est la civilisation qui est en jeu. Hein. Et je peux le dire, moi, qui est scientifique, enfin, parce que monsieur se targue toujours de titres scientifiques, un peu comme au temps du communisme, ils étaient tous scientifiques, vous savez. Il faut se méfier, hein, quand tous les mecs sont scientifiques, ça c'est... Et voilà. Donc, si vous voulez... Les Français sont un peu responsables aussi. Je ne peux pas les exonérer, mais il y a aussi l'histoire derrière.
C'est-à-dire ce que je raconte notamment sur cette tentation de l'abîme, la religion révolutionnaire, le robespierrisme qui a été inculqué quand même. Par exemple, vous savez, la situation aujourd'hui ressemble un peu à la fin de la terreur, toute proportion gardée, hein, parce qu'on n'est quand même pas du tout là-dedans. Mais il y a des similitudes. À la fin de la terreur, enfin avant que Napoléon siffle la fin de la récréation et mette un peu de l'ordre dans tout ça, il y avait quand même l'idée que, vous voyez, Paris était partagé en secteurs, et donc tenu par des gens au bout des rues là, qui vous demandaient vos papiers, pour être bien sûr que vous n'étiez pas contre-révolutionnaire susceptible d'aller à la guillotine. Et ensuite, on faisait la liste des riches qu'on établissait et on leur demandait... C'est tout ça étant au doigt mouillé, bien entendu, parce qu'il n'y avait aucun élément qui permettait d'établir la richesse exacte de ces riches. Et puis on leur demandait au doigt mouillé 10%. Et 10%, c'était, je sais pas, on prenait les chevaux, des meubles, etc. C'est ça. Et on est un peu là-dedans, quoi, avec des gens qui, contrairement peut-être à ce qui se... Oui, contrairement d'ailleurs à ce qui se passait à l'époque de la Révolution française, se targuent de leur science. Oui. Parce que voilà, M. Zuckman se présente comme un scientifique et M. Piketty de la même façon. Mais bon, ce qui leur permet évidemment de trafiquer complètement les statistiques. Alors, bah oui, de faire croire que par exemple en France, les riches ne payent pas d'impôts. Qui est un truc c'est facilement démontrable, c'est idiot. Et qu'une grande partie de la population française, d'ailleurs, non seulement ne paye pas d'impôts, mais paye un impôt négatif. C'est-à-dire qu'en fait, elle enfin, ils s'enrichissent un peu plus vite que d'autres en ce moment, hein, depuis 10 ans, les riches, c'est vrai. C'est pas vrai, les égalités n'augmentent pas. La France est le pays le plus redistributif d'Europe. J'entends, mais... Non, mais attendez, faut pas... La France est un pays redistributif. C'est clair, est un des pays les plus redistributifs d'Europe. Enfin, voilà. Alors, on n'est pas les États-Unis. C'est pas vrai. Alors aux États-Unis, c'est vrai que, mais enfin, les égalités n'augmentent pas tant que ça, parce que ils démontrent très facilement tous les économistes qui se sont intéressés aux travaux de Piketty ont publié des études et des études pour démontrer que c'était faux. Rien ne tenait debout. Surtout quand ils refont monter ça au début de l'Empire romain ou à je ne sais quoi, où il n'y a aucune statistique. Non, mais ce n'est pas un phénomène purement français. Mais c'est vrai qu'il y a des gens en ce moment sur la planète qui ont des richesses qui sont l'équivalent des richesses de tout un pays. Ouais. Les camarades, c'est l'histoire qui continue, qui commence. Après, évidemment, il faut leur taper un moment donné sur la cafetière. Mais aujourd'hui, l'AIA, c'est les nouveaux riches. Avant, c'était la révolution numérique. Et avant, c'était Rockefeller, etc. Voilà. Mais pour avancer, pour qu'un pays avance, grandisse, il faut qu'il crée de la richesse. Et parfois, c'est à travers des gens qui ne sont pas d'ailleurs toujours très recommandables. Hein. Mais ça dépend de ce qu'on veut. Soit on veut un pays qui se développe avec un gâteau qui se développe pour pouvoir en prendre les bons morceaux, soit on veut un gâteau de plus en plus rikiki, ce qui est en train de devenir notre cas aujourd'hui en France. Alors, sur Macron, Emmanuel Macron, qui est le président français depuis 8 ans, vous avez une phrase qui est incroyable, qui est formidable, je trouve. Il ne lui manque rien sauf l'essentiel. Je trouve que la formule est... En la lisant, je me suis dit, c'est ce que ressent quelque chose. Il a des qualités, c'est évident. Oui, c'est évident qu'il a des qualités. Il y a quelque chose. L'essentiel, c'est quoi? C'est les convictions. C'est les convictions. Il y a zéro conviction, on le voit très bien. Il fait ça, il peut faire le contraire. Là, par exemple, il y a un passage qui est intéressant et bien, moi je l'approuve totalement. Le patriotisme, le pays a besoin de patriotisme. Il a été trop déconstruit et ce qu'il fait est très bien. Mais on ose à peine l'écrire parce que demain, il peut faire un autre virage dans l'autre sens. Il a suivi Blanquer, allez hop, on passe à autre chose. Oui, mais c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que... Et ça, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. Il s'en fout. Il s'en fout. Il vit dans un monde parallèle, c'est pour ça. Vous croyez qu'un président de la République peut s'en foutre, vraiment? Oui, je pense. Ou bien c'est une autre chose? Je pense, parce que on voit bien les autres, quand il y avait des problèmes, ils se cachaient, ils avaient honte. On les voyait comme journalistes, ils baissaient les yeux, ils n'étaient pas très contents, Ils n'étaient pas fiers.
pas très contents d'eux-mêmes quand même. Je pense que c'était vrai de Chirac pendant toute une partie de sa carrière politique. Absolument. Il baissait les yeux. Mitterrand, quand on tapait sur sa politique économique, ce que je faisais régulièrement avec lui, moi j'aimais beaucoup Mitterrand, je ne me suis jamais caché. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup apporté quand j'étais jeune journaliste dans les années 70. Mais enfin, sa politique économique était juste épouvantable. Et ben, il baissait les yeux, il défendait pas. Vous voyez, il défendait à peine son truc, il savait bien que... Là, non, il explique toujours que c'est génial. Enfin, il le fait un peu moins ces temps-ci. Oui, mais le ton a baissé d'un... Heureusement, il y a eu Bayrou qui est passé entre-temps, qui nous a remis un peu les pieds sur terre. Nous sommes... maintenant, on sait à peu près où on en est, quoi. Mais vous savez que... Vous savez où vous êtes aujourd'hui, hein, ça, vous ne négligez pas le lieu. Et les gens, c'est une preuve d'intelligence et d'adaptation. Oui, mais non, mais je le fais très naturellement et je le fais partout parce que j'ai toujours eu un faible pour François Bayrou. Ça, je sais. Bien. Oui, c'est vrai. Oui. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que son passage à Matignon, heureusement qu'il est passé, ça a changé la donne, on l'a vu dans les sondages. Les gens ont compris qu'il y avait un problème sur la dette, puisqu'on n'en avait jamais entendu parler avant, sauf dans le Point chaque semaine. Quand je faisais mes ronds dans l'eau là, sur un ton plus ou moins hystérique, tout le monde s'en foutait. Et puis à la télé, pour un débat, je me souviens très bien de quelqu'un dont je dirais pas le nom qui m'a dit bon, dis-moi la dette, t'es vite, hein, parce que ça fait chier tout le monde. C'était il y a 3 ans, hein, ou 4 ans. Alors, un type très connu. Pour revenir à la France d'avant, vous avez connu une époque, jeune journaliste, où la France avait un statut complètement unique dans le... C'était dingue. Hein? C'était dingue. C'était dingue. Ah oui, c'était dingue. Un statut On intellectuel. Merci de Gaulle statut aussi, politique, d'ailleurs. Merci de statut Gaulle. politique. Ouais, formidable. Et l'industrie partout, les Concorde, des trucs. Enfin bon, les Américains qui essayaient de nous niquer sur le Concorde, qui était hystérique. Vous vous souvenez, c'était. Mais la France, c'était un grand pays. Et un statut de paysannerie. Il y avait tout. Il y avait une période tellement et que tout le monde a en mémoire. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. Pas si longtemps. Pas si longtemps. Enfin, quand même, quand on va à nos gueules, c'était quand même il y a assez longtemps. Non, mais... C'était il y a assez longtemps, quand même. Enfin, toi et moi, hein, je veux dire. Pas si longtemps. Il y a quelques personnes ici qui l'ont connu. Je veux dire, pas dans un... Oui, mais il y a beaucoup de jeunes, hein, donc ils ne savent pas ce que c'était. Il y a beaucoup de jeunes, quand même. Hein. Vous êtes très jeune, ici, à Pau. Hein. Ça ne les empêche pas de vous écouter, vous voyez. Donc, parce que moi, je donne plutôt dans le public âgé. Vous allez faire bientôt des conférences dans les EHPAD, c'est ça? Pas encore, mais on commence à me proposer. Bon, alors, non mais c'est vrai, vous avez connu ça et vous êtes nostalgique de ça, un point. Bah oui, bien sûr, mais j'étais tellement fier d'être français. Je le suis toujours, mais j'ai l'impression que je suis tout seul. Mais non. Ouais, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Le nombre de gens qui vous écoutent. Non, vous êtes fier d'être français, j'espère. Bah, bien sûr. Mais quel beau pays, mais c'est incroyable. Mais bien sûr, évidemment. Mais, vous voyez, la France, pour moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais hystérique, mais vraiment, j'étais tellement en colère. La première fois que j'ai entendu le président de la République, là, dont j'ai même pas envie de dire le nom, quand il a dit il n'y a pas de culture française, je me suis dit, fou. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a ce con? Mais c'est pas possible. Pardonnez-moi, je ne vais pas dire l'appeler comme ça. Mais c'est dingue. Parce qu'il a parlé, oui, après il s'est rattrapé, il dit, la culture française est diverse. Mais pauvre type. Mais la culture française, évidemment, avec elle, elle a aggloméré d'autres cultures, mais on est bien d'accord. La culture, elle est bien aussi quand elle s'échange, quand elle se confronte. Ça, je suis absolument d'accord là-dessus. Mais quand vous voyez, il n'y a aucun pays qui peut dire ça. Un peu la Russie, quand même. Il y a une similitude, quand même, l'esprit slave, etc. Mais nous, il y a l'esprit critique, l'esprit sale gosse, l'esprit gaulois. Ça commence avec Rabelais, ça continue avec Molière, qui est le plus grand auteur français, mais c'est un monument incroyable quand cette planète aura disparu. Si jamais il reste quelque chose de ce que l'humanité a fait, vous savez très bien qu'il y aura Homère, Shakespeare et Molière. Mais Molière, c'est énorme de regardez, relisez Tartuffe, enfin, ou allez le voir d'ailleurs, mais c'est vrai que ça n'a pas vieilli, c'est pas comme
pièces de Sartre qui sont plus jouées nulle part tellement elles étaient chiantes. Ma mère m'entraînait là-dedans, mais j'étais fou de rage. J'adorais ma mère, attention. Mais je disais, mais maman, mais comment? Mais il est gentil. Ben, je veux dire, je m'en fous qu'il soit gentil. Ma mère le connaissait, évidemment, il était prof au Havre. Mais qu'est-ce qu'il est chiant. C'était pas possible, ces pièces. Et Molière, mais c'est incroyable. Il y a une formule par ligne. Bon. Et c'est ça la France. Puis ça continue. Mauvais esprit, Montesquieu, on peut continuer. Alors, il y a Hugo, il n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est l'Himalaya, comme ça, il est en dehors de tout. Mais la culture française, c'est fascinant. On est l'enfant de la culture, on est les enfants de la culture française. Mais c'est pour ça qu'on est fiers d'être français. C'est pas seulement pour les trucs qui n'ont pas marché comme le Concorde ou pour la bombe atomique. Merci De Gaulle. C'est aussi pour cette culture incroyable. Et puis ces moments que nous avons donnés au 19e siècle, la littérature, une littérature, enfin quand même, quand vous alignez tout ce qu'on a aligné, enfin on était les meilleurs. Et puis moi, j'ai eu un truc parce que j'étais famille de peintres, artistes peintres. Des familles de artistes peintres, mon grand-père, mon père. Et il y avait quand même ce moment inouï où Paris était la capitale des arts et que ça a duré assez longtemps. D'ailleurs, par l'immigration, jamais oublié. Hein. Moi, je commence le livre avec Giacometti. Giacometti, il était suisse-italien, il venait de Suisse italienne, et il était suisse et il n'était absolument pas français, mais il se sentait français. C'est-à-dire c'était un pays, notre pays avait une force d'absorption que tout le monde adhérait. Et lui, il lisait la presse française, il parlait que de politique française, enfin tout ça. Après, il est allé mourir, oui, parce qu'on va toujours mourir de là d'où l'on vient, donc il allait mourir en Suisse, mais sinon, il était sans arrêt le plus parisien des Parisiens, alors qu'il n'avait même pas la nationalité. Et ils étaient tous là. Picasso, Chagall, Calder, puis il y avait les quelques Français, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait Miro, Germaine Richier, enfin on peut continuer comme ça. À un moment, la France a été la capitale du monde, du monde intellectuel et artistique. Bien sûr, absolument, tout à fait. Ah, c'était le bon temps, monsieur. Hein, il est dans la nostalgie. Hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Pas du tout. Parce que je vais vous poser la question. Vous aimez la France et vous avez continué de l'aimer même par les périodes qu'elle traverse. Et vous dites toujours, ne croyez pas que je suis un pur nostalgique qui glorifie le passé. Non, je pense que la France est en ce moment, là, en 2025, capable de se redresser très rapidement. Ah oui, complètement. Bah, il faut juste Alors après tout ce que vous avez dit, après tout ce que vous avez dit, on se demande quel est le schéma que vous imaginez pour que votre espoir trouve une issue favorable. Là, il se fout de ma gueule, mais la réponse est très simple. 1958, attendez, la France, c'est pas la première fois qu'elle est par terre. Oui, ça c'est vrai. La France était par terre après la défaite de Sedan. Napoléon III, qui a été un très grand bonhomme, même s'il a tourné dictateur à la fin, et qui a été un très, très grand bonhomme, a fait cette guerre idiote contre l'Allemagne et la Prusse, d'ailleurs manipulé un peu par Bismarck. Je pense qu'il avait d'ailleurs commencé à perdre un peu la raison. Il avait ses calculs dans le rein, des gros trucs énormes. Enfin bon, bref, ça n'allait pas du tout la santé. Il fait cette guerre idiote et c'est la défaite de Sedan qui est monstrueuse. Monstrueuse. C'est l'humiliation totale avec les Allemands qui sont aux portes de Paris, qui font ce qu'ils veulent, etc. Et puis qui reprennent évidemment l'Alsace et la Lorraine. Et ça, c'est un effondrement total. La France se redresse assez vite. Grâce à des gens, il ne faut pas le dire, mais on va le dire quand même. Adolphe Thiers, c'est l'histoire, et quelques autres. Et puis, bon, la Deuxième République, la Troisième République, et puis voilà, c'est reparti. Après, il y a un autre moment, alors encore plus grave et angoissant, qui est l'étrange défaite de 1940, très bien raconté dans un livre magnifique de Marc Bloch, j'adore citer parce que c'est très beau, et on revit les mêmes. Tiens, j'ai envie de citer d'ailleurs. Est-ce que j'ai pas un petit bout? Je prends toujours pour lire des petits bouts de Marc Bloch. Je lis de temps en temps, j'ai les 2-3 éditions de poche de Marc Bloch. J'adore relire ça. Et il y a par exemple ce petit passage. Donc c'est un grand historien français. Mort pendant la guerre. Qui a fait la guerre de 14-18, médaillé de partout, et qui était engagé volontaire pour la Deuxième Guerre mondiale. Il a été assassiné par la Gestapo au moment de la libération. Marc Bloch, grand historien des annales.
Et voilà ce qu'il dit dans Les Tranches des Fêtes. Regardez, c'est tellement d'aujourd'hui, ça. Il parle des pacifistes qui deviendront les collabos. Il y a beaucoup de collabos aujourd'hui en France. Collabos de, par exemple, les poutinolâtres, les islamo-gauchistes, etc. Il y en a beaucoup. Et ça s'applique très bien à eux. Ils chuchotaient, je les ai entendus, c'est lui qui dit, hein, ils chuchotaient, je les ai entendus, que les hitlériens n'étaient pas en somme si méchants qu'on affectait de les peindre. On s'épargnerait sans doute plus de souffrances en leur ouvrant toutes grandes les portes qu'en s'opposant par la violence à l'invasion. Voilà, ça je trouve ça très actuel et c'est peut-être le problème français, la douce France. On a un peuple, De Gaulle disait qu'il était lâche, hein, il disait, il y a beaucoup de, c'est très documenté ça, la lâcheté française, alors qu'il vantait toujours célébrer le courage des Britanniques. Je préfère être en France aujourd'hui qu'au Royaume-Uni. Par exemple, je pense que c'est plus facile de remonter la France aujourd'hui que le Royaume-Uni. Bon, ils ont un taré comme Premier ministre, ça n'aide pas, mais bon, ça va être très très compliqué parce qu'on voit bien que c'est un pays qui coule. Enfin, je veux dire, sur le plan moral, métaphysique, c'est pas seulement l'industrie, le reste. De toute façon, ils n'ont plus d'industrie, mais ils n'ont plus grand-chose. Mais qu'est-ce qu'il y a en France qui vous permet de promettre un avenir différent? L'énergie. L'énergie. L'énergie, la jeunesse, les gens, justement, parce que je plaisantais un peu quand je disais que je n'avais plus que des vieux. Que c'est comme moi-même aujourd'hui comme public, parce que c'est pas vrai, j'échange beaucoup, il y a beaucoup de jeunes et je vois cette vitalité. Bon, hélas, il y en a beaucoup qui partent parce qu'ils pensent que voilà, ils n'ont pas d'avenir ici. Il y en a des jeunes qui partent, je vois, parce que j'en vois beaucoup autour de moi, mais il y en a aussi beaucoup qui restent. Et puis il y a quelque chose qui, malgré toutes les critiques qu'on peut faire sur l'enseignement français, tient toujours en France. Pardonnez-moi, c'est le système éducatif, même s'il est un l'impression d'être en crise et en lambeaux, il tient. Moi, il y a quelque chose, par exemple, qui me rassure toujours, c'est quand je vais dans les lycées. Quand je vais des lycées, quand je vois les profs, enfin, ceux qui bossent. Ils bossent pas tous, hein, on va pas... Mais, non... Bah, comme dans toute profession. Peut-être un peu plus. Il y a beaucoup de traîne-patins, quand même, comme disait formule qu'employait souvent Chirac. Bon, on voit bien, ils sont fatigués, quoi. Mais quand ceux qui ne sont pas fatigués, il y en a quand même un paquet, mais ils sont formidables. Et moi, je fais beaucoup de conférences comme ça. Tiens, je vais en faire demain à Nice, après-demain à Nice. Mais vous chialez tellement c'est beau. C'est les documentalistes aussi, notamment, qui font tout pour accueillir des gens de l'extérieur, etc. Non, mais ça, on a encore un système qui fonctionne. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de critiques à faire sur le système éducatif. Et c'est pas parce que je suis un fils de prof de philo que je parle comme ça pour défendre un système, parce que bon, il y a beaucoup de critiques à faire, mais quand même, il y a quelque chose qui tient. Et je conseille à ceux qui doutent d'aller voir, d'aller là-bas, voir, et on voit que ça tient dans des conditions impossibles, hein, impossibles, avec parfois des classes entières où personne ne parle français. Enfin, et ils continuent à se battre, les profs. C'est pour ça. Pas les élèves. Moi, je partage votre opinion sur ce sens. Il y a des rumeurs ou il y a des idées qui ne sont pas justes et qui fleurissent comme ça. L'éducation nationale est complètement en crise en France. C'est faux. Absolument faux. C'est faux. Absolument faux. Ouais. On confond 10% des établissements avec l'ensemble du pays qui est d'une autre trempe et d'une autre qualité. Et je ne comprends pas qu'on puisse généraliser comme ça un service d'1 million de personnes. Oui, et ça, je veux dire, c'est un exemple et parmi d'autres, je peux en trouver plein d'autres. Regardez par exemple, on est à l'âge tous les deux, il y a beaucoup moins de personnes de notre âge dans la salle, mais où on fréquente beaucoup les hôpitaux. Mais, bah oui, la médecine française... Mais quand on peut comparer avec l'étranger, moi j'ai vécu aussi un peu à l'étranger, mais c'est complètement dingue. Mais on ne sait pas ce qu'on a. Mais ils sont formidables. Ils sont compétents, toujours au courant des derniers détails. Non, mais c'est pour ça. Non, mais moi je pense, enfin, je trouve, quand un pays s'effondre, c'est tout s'effondre. Mais on voit qu'on n'est pas encore au bout de l'effondrement. Et c'est pour ça qu'il est temps de se réveiller. Alors, quand est-ce qu'on va se réveiller? Il ne faut pas attendre 10 ans ou 20 ans. Mais là, c'est le moment. La réaction que j'ai plutôt, j'ai une espèce de rage et de colère. C'est vrai, j'ai cette devise toujours,
qui n'est pas tout à fait juste. D'ailleurs, je dis toujours, on les aura les cons. Mais j'ai envie de dire aussi les salauds, parce qu'il y a beaucoup de salauds aussi. Hein. Énormément de salauds. Énormément de salauds, notamment les nazis, parce que les nazis sont de retour aujourd'hui en France, pas tellement en Allemagne d'ailleurs, hein, vous avez vu, ils sont plus ils sont plus de retour en France, sous le masque évidemment de l'antinazisme, comme les fascistes aujourd'hui sont. Et d'ailleurs là-dessus, je vais faire une autre petite citation merveilleuse de Simone Veil. Non, Simone Veil, avec un W. C'est mon héroïne. Bon, philosophe. Vous connaissez, syndicaliste, folle, anorexique, résistante, gaulliste, communiste. Enfin, elle a tout fait, quoi. Guerre d'Espagne, tout ça. Elle a un truc, c'est qu'elle dit toujours ce qu'elle pense. Dans la guerre d'Espagne, ça s'est mal passé, d'ailleurs. C'est là qu'elle a découvert Bernanos, il y a une grande amitié qui est née. Bon, Simone Veil, lisez La pesanteur et la grâce, l'enracinement. Albert Camus a dit d'elle, à juste titre, c'est le plus grand esprit de son siècle, c'est pour vous dire. Elle est morte à 35 ans. Elle avait rejoint la France libre, elle avait rejoint De Gaulle, et puis elle est morte dans un sanatorium, bon, parce que de toute façon, elle ne s'occupait pas beaucoup de son corps, la pauvre fille. Elle était plus intéressée par tous les combats qu'elle pouvait mener ici ou là. Elle travaillait en usine beaucoup aussi. Combien de fois... Elle est allée d'ailleurs en Allemagne, pendant la République de Weimar. Regardez ce qu'elle écrit, c'est dans la note générale sur la suppression des partis politiques. Et évidemment, c'est l'histoire de clouer le bec aux nombreux imposteurs et falsificateurs de l'histoire. Je pense à Chapoutot, par exemple, pour ne pas le citer. Écoutez ça. Combien de fois en Allemagne, en 1932, un communiste et un nazi, discutant dans la rue, ont été frappés de vertige mental en constatant qu'ils étaient d'accord sur tous les points. Voilà. Oui, mais je trouve que ça mérite réflexion. Ça méritait d'être dit, si vous voulez. Donc vous êtes optimiste parce que pour que l'optimisme soit réalisé, il faut deux choses. Je vais vous dire, moi, je suis optimiste parce que d'abord, je vis à Marseille. Je vais beaucoup à Marseille, de temps en temps en Normandie. J'aime pas beaucoup Paris, je suis toujours de passage parce que les provinciaux n'arrivent jamais à s'habituer à... J'étais élevé en Normandie, j'étais élevé à la campagne, ou en Provence d'ailleurs, et c'est vrai que je ne m'habitue pas. Et franchement, je sens de l'énergie, de la volonté, vous voyez, puis j'en vois bien les problèmes. Quand j'entends parler les gens, je ne suis pas horrifié. Après, je suis parfois horrifié de ce qu'ils vont voter parce qu'ils en ont marre, ils veulent jeter la table, mais enfin, ils raisonnent. On a un peuple politique. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'une personnalité puisse entrer en résonance avec cette population-là. Non, ce n'est pas le mot juste, parce que si on regarde bien 1958, De Gaulle n'est pas rentré en résonance. Il est rentré en effraction. Il a menti. C'était un machiavélique. Attendez, je considère que De Gaulle est un des plus grands personnages de l'histoire de France avec Jeanne d'Arc. Donc, mais j'en fais pas un saint de vitrail. Et heureusement qu'il a menti. Il a fait croire, par exemple, aux Français qu'il était l'homme idéal pour faire l'Algérie française. Il n'a jamais cru à l'Algérie française. Non. Déjà, dans les années 30, il disait « Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ?» Dans ses conférences à l'école de guerre, il disait « Mais qu'est-ce qu'on va faire en Indochine et en Algérie, en Afrique ?» Il avait un tropisme africain très très développé. Hein. Oui. Il passait sa vie, d'ailleurs, avec les chefs d'État africains. Et des journalistes mal intentionnés en ont conclu qu'il y avait une espèce de politique africaine du général qui était... Bon, on en a fait toute une histoire, mais il n'y avait rien de ça. On voit bien, quand on voit les mémoires de Foccart, il passe son temps à dîner avec les uns et les autres pour leur donner des conseils parce qu'il les aime et il aime l'Afrique. Et ça vient de sa célèbre... tout ça a été raconté par lui-même dans une interview géniale à un journaliste américain gaulliste qui s'appelait... seul journaliste américain gaulliste peut-être, qui s'appelait David Schonbrun, qui est génial, où il disait, après l'affaire de Dakar, où il a failli tout perdre, parce que c'est une espèce d'invasion, tout ça s'est mal passé, au début de la France libre, et à un moment donné, il va faire un discours au Cameroun. Et devant la foule absolument délirante, et c'est la première fois qu'il a un tel succès, il commence à avoir le symptôme, d'ailleurs, j'appelle ça le syndrome Alain Delon, c'est-à-dire qu'il commence à parler lui à la troisième personne, et il pense à
ce personnage qui sont venus applaudir tous ces Africains. Et il dit qu'il doit être à la hauteur. Par exemple, effectivement, il est pour la décolonisation en Afrique tout de suite. Mais en Afrique du Nord aussi. En Afrique du Nord, il va faire croire le contraire, le temps que les Français s'habituent à l'idée que, ben voilà, il va falloir laisser vivre cette Algérie que nous avons inventée, hein, parce que je ne veux pas me mettre dans les mêmes difficultés que Boualem Sansal. Mais enfin bon, elle n'existait pas vraiment avant que la France fasse que la colonise. C'était c'était quelques bouts comme ça des régions plus ou moins assemblées. Et non, mais ça, c'est des choses qu'il faut peut-être pas dire parce qu'il y a beaucoup de choses en France qu'il faut pas dire. Mais De Gaulle, il a menti sciemment pour prendre le pouvoir, et heureusement qu'il a menti sciemment, parce que je ne sais pas très bien dans quoi on vivrait s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait. Voilà. Alors, un mot, parce que, indépendamment de vos jugements politiques sur les uns et les autres, vous avez tout donné dans ce livre. Moi, je n'avais jamais lu un livre de Gisbert où je sentais Gisbert comme s'il était à côté de moi et qu'on parlait de choses et d'autres. Votre tempérament, votre manière de réagir, votre intelligence, vos connaissances, tout ça, vous dites les choses comme elles sont. Par exemple, vous parlez de vos cancers de manière très libre. Vous dites j'en ai 3, et puis il y en a un en rémission en plus, etc., avec une légèreté. Oui. Mais grâce à la médecine d'aujourd'hui. Je pense que dans... Vous dites chaque année je gagne. Mais non, il y a 20 ans ou 30 ans, j'aurais pas rigolé comme ça. D'abord, je suis âgé, donc les cancers mettent du temps. On a le temps de s'en occuper, de le découvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis la médecine, maintenant, elle soigne pratiquement tous les cancers. Même le pancréas, pas encore tout à fait, mais presque. Et le cancer du poumon, il y a encore des gens qui en meurent, mais c'est de plus en plus rare. C'est-à-dire que la médecine, elle a commencé à vaincre le cancer, mais pas seulement. Et donc, oui, c'est ça, on peut en rire aussi. Il n'y a pas... Là-dessus, moi, j'avoue que j'ai pas de tabou là-dessus. Et vous qui avez tant navigué dans des mondes tellement différents, vous connaissez tous les artistes de France, vous les connaissiez à l'époque. À chaque fois qu'on lit une page, vous dînez avec Delon, vous voyez Brigitte Bardot, Giscard, Brigitte Bardot, vous voyez les chanteurs. Oui. Ouais. Personne n'a navigué autant. Mais ça, c'est quand pendant on est 20 ou 30 patron de journal, j'étais patron de journal pendant 30 ans, c'est vrai que par définition, on voit Alain Delon, on va dîner avec Trucmuche, c'est comme ça, c'est parce qu'on est invité, ou on se fait inviter, ou on voit, ou on prépare les interviews, les trucs, enfin parce que c'est ça. Donc vous avez connu toute l'échelle sociale de la France jusqu'au plus haut. Et oui, parce que le week-end, je rentrais chez moi dans mon pays, en Normandie ou en Provence, et je voyais les vrais gens. Et j'écoutais, comme Jean-François Kahn, qui a toujours été un peu mon double, parce qu'on était très amis, mais en plus, c'est vrai qu'on avait beaucoup de points de ressemblance. J'écoutais les vrais gens. Et je revenais au journal avec les idées des vrais gens. Et les journalistes qui me regardaient avec des grands yeux quand je leur disais « Mais Jospin, il va perdre, les gars, là. Non, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Mais vous n'êtes pas au courant. Les masses populaires sont furax des 35 heures. C'est un truc pour les bobos, pour les riches. Ils disent, ils volent du pouvoir d'achat. De l'argent, oui. Jospin, s'il les avait écoutés, peut-être qu'il n'aurait pas fait ce score ridicule de 16%. Alors, vous dites, parmi mes repères, moi qui ai tant navigué, ma mère. J'ai 2 repères, ma mère et le travail. Oui. Votre mère, vous dites que vous pensez encore elle tous les jours. Oui, c'est clair. Puis elle me parle un peu, ou je lui parle. Enfin, vous parlez tous les jours. Mais c'est comme tous les fils. Bon, je sais pas, il y a d'autres garçons, je suis sûr qu'ils font ça ici encore. Ils sont toujours le petit garçon de leur mère, surtout quand la mère les a aimés. Bon, elle m'a donné 2 gifles quand même. Dont une parce que je disais mal de l'instituteur. Dont elle me disait, mais attends, c'est pas vrai, tu mens, c'est un type génial. Tout. Je pense qu'elle avait raison d'ailleurs. Enfin, il m'avait fait un œil au beurre noir quand même. En me jetant une craie, donc je chouinais à 7 ans, vous voyez, j'essayais de faire la victime. Et j'ai reçu une baffe. Ça m'a un peu calmé. Mais oui, je disais... Mais, oui, la mère, c'est très important, bien sûr, parce que quand vous avez eu comme moi... Bon, mon père était un personnage très violent, c'était pas de sa faute. Il avait fait le débarquement d'Idée. Le débarquement du 6 juin. Le débarquement 6 juin, comme GI américain, tout le monde est mort dans sa section. Tout le monde est mort.
tout le monde est mort. Il était le seul, donc couvert de décorations, couvert de trucs, genre héros. Évidemment, la haine de soi derrière de tous les... Enfin, je crois que la plupart des survivants, une haine de soi. Et c'était un grand traumatisé de guerre qui dormait avec un couteau sous son oreiller. Enfin, je veux dire, il y a 1000 signes qui montraient. Et puis, qui était sourd d'une oreille à cause des bombardements à Omaha Beach. Enfin, bref, c'était très dur. Il battait ma mère. Il me battait parce que je défendais ma mère, mais enfin, il y avait ce problème, c'était absolument insoluble. Mais ma mère était une héroïne, et vous savez pourquoi? Parce que on sait tous, nous qui avons eu des mères, quand on a une bonne mère, une mère qui vous aime, mais vous êtes indestructible pour la vie. Ma mère m'aimait, et je l'aime, et je fais corps avec elle, et depuis qu'elle est morte, elle est toujours moi. Je crains le moment où je vais mourir, parce que je pense que ce sera sa mort. Enfin non, j'ai des frères et sœurs, mais c'est vrai que j'étais l'aîné, j'étais celui qui était le plus proche d'elle, tout le monde le disait, c'était évident. Ouais. Mais sans admiration. Sauf sur Sartre, elle m'emmerdait, parce qu'elle aimait bien Sartre. Non, mais c'est pas mal, non, mais t'arrêtes. Ouais, mais quand même, c'est pas mal. Et vous cherchez... Alors, vous dites que vous avez puisé dans le livre, ça y est, votre ouverture à la vie s'est faite à l'âge de 14 ans et demi, 15 ans, oui. Quand vous allez voir Giacometti, oui. un des plus grands peintres et sculpteurs, encore jusqu'à aujourd'hui. L'homme qui marche, c'est quand même un truc de fou, ouais. De fou, c'est inimaginable, cette sculpture, inimaginable. Et donc, vous allez le voir... Vous vous présentez comme le journal de lycéen de... Non, je crois que je suis devenu journaliste à cause de ça, pour le voir, parce que je voulais être écrivain. J'étais pas. Et d'ailleurs, en parlant avec lui, il voulait souvent que je vienne travailler dans son atelier, mais je dis non, moi, de toute façon, je vais être écrivain. Et puis ma mère, si je fais ça, elle va péter les plombs. Il faut que j'ai mon bac. Après, elle voulait que je fasse des études. Bon, bref, j'ai réussi quand même à filer à l'anglaise parce que les longues études, c'était pas fait pour moi. J'ai commencé à travailler très jeune, mais je le vois 4-5 fois. Peut-être, je ne sais pas si c'est 3, 4, 5, peut-être 6 fois, parce que je tenais mon journal, parce que je me prenais pour un mélange d'André Gide ou de Julien Green ou je ne sais quoi, dont je racontais mes journées, mais je n'ai rien à raconter. Quand vous avez 15 ans, 16 ans, ce n'est pas très intéressant. Mais enfin, il y avait les conversations avec Alberto Giacometti, mais comme je ne sais pas ce qui se passait dans ma vie, de temps en temps, il y avait des trous dans le journal, mais j'ai retrouvé des feuilles volantes. Justement, je parlais de cette phrase sur... il faut n'en fais qu'à ta tête, et puis aussi ne suis jamais le troupeau. Enfin, c'est toujours ces trucs qui revenaient absolument sans arrêt. Et c'est vrai que j'ai dit que j'allais faire un journal au lycée. On a monté ça à quelques copains, et l'idée c'était de voir Giacometti. Et c'était extrêmement facile à l'époque. Ces gens-là aujourd'hui n'ont plus le temps. Et je suis tombé sur un clodo qui était habillé comme un clodo, qui vivait dans 50 mètres carrés, pleine de toiles. Tout ça valait des millions. Un clochard, habillé comme un clochard, obsédé par son travail, qui dormait pas. Je sais pas où il dormait, parce qu'il y avait des livres sur son lit. Il y avait même des livres sur le fauteuil sur lequel il travaillait de temps en temps. Enfin, je sais pas, on savait pas, quoi. Il y avait 50 mètres carrés, vous vous rendez compte. Et tout ça était plein à craquer de débuts de sculpture ou de sculptures terminées, de tableaux, etc. C'était merveilleux. Et jamais il a eu l'idée de s'acheter un hôtel particulier comme Villepin, par exemple. Hein? Jamais. Non, mais attends, il aurait pu s'acheter un hôtel particulier, lui. Villepin, je ne sais pas avec quel argent, mais lui, il avait l'argent. Vous voyez? Lui, il avait l'argent. Vous savez que Villepin se pique d'être poète. Oui, bien sûr. Ah, oui, ça, oui. Bon. Oui. Et ça, est-ce qu'il n'y a pas une question d'époque aussi? Vous voulez voir aujourd'hui Giacometti ou son équivalent, on ne pourrait pas. Non, attendez, après l'épisode Giacometti qui disparaît un peu de ma vie, parce que bon, il va mourir en Suisse, je le rencontre à la fin de sa vie, et j'ai pris un rendez-vous avec Serge Poliakoff. Je suis allé le voir. J'aimais beaucoup, et j'aime toujours beaucoup d'ailleurs. Lui, il m'a même donné une litho. Giacometti voulait me donner des trucs, là, des grosses statues énormes. Oui. Mais comment veux-tu que je rentre à Elbeuf, là? J'avais le voyage en train, le métro, etc. Avec tes trucs, c'est pas possible. Mais t'as qu'à prendre une toile. C'est ça que... Vous voyez, le personnage était
et fascinant pour un gosse, c'est-à-dire on voyait vraiment, il n'en faisait lui qu'à sa tête. Et en même temps, il a laissé une œuvre majeure. Pour moi, c'est le. Et pourquoi je voulais le voir? Parce que je me souviens bien, j'ai revu êtes émerveillé. Pour moi, c'était le plus grand artiste que j'avais jamais vu. Pas seulement les sculptures, parce que les toiles sont magnifiques, les peintures sont magnifiques. Bon, il fait pas beaucoup d'efforts sur les couleurs, c'est pas Poliakov, mais tout le travail est sur le regard et sur le visage. Quels sont vos paradis terrestres en ce moment sur Terre? Où vous vous sentez le mieux? Les paysages français. Les paysages, la mer. Je découvre le bonheur, mais ça vient avec l'âge. S'asseoir sur un banc et regarder la mer. J'adore ça. Que ce soit la mer Méditerranée ou que ce soit la mer en Normandie ou l'océan la Manche ou la Manche, voilà, j'adore ça, j'adore. Moi, j'adore l'herbe, j'adore la nature, j'adore. Je peux pas aller quelque part là. Je me suis baladé évidemment tout de suite. J'ai fait le tour de Pau que je connais. Voilà, mes petits repères, je regarde un peu. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a pas changé. Et j'aime bien ça, oui, bien sûr. Mais mon truc, c'est les paysages de France. D'ailleurs, j'ai commencé sur les paysages de France, à célébrer les paysages de France. C'est incroyable ce pays avec ces paysages qui changent de 20 km. Vous avez, après, on passe dans un autre univers, après, on revient dans un autre. Enfin, c'est fascinant. Ce pays, de ce point de vue, est fascinant. Puis, vous voyez, quand vous commencez à dire quelle est la plus belle région de France, moi qui ai beaucoup voyagé en France, qui connais vraiment bien la France, dans tous ses recoins, je ne sais pas dire. Est-ce que c'est le Périgord? Est-ce que c'est la Bretagne? C'est pas défini. Est-ce que c'est l'Alsace? Est-ce que c'est la Normandie? Est-ce que c'est la Provence? Je ne sais pas. Tout est tellement beau. Non, on a de la chance quand même. C'est pour ça qu'on va se réveiller à un moment donné. Ce pays est trop bien. Il ne peut pas mourir. Une grande tristesse que vous évoquez dans ce livre, c'est Elbeuf, votre ville natale. Enfin. Et ben là, c'est le drame de la désindustrialisation, c'est-à-dire que c'était une ville totalement industrielle qui faisait que ça. Bon, elle a malchance d'avoir un député qui foutait rien, qui était Laurent Fabius. Ouais, non, mais honteux. Non, il avait pris la place d'un copain qui était le maire d'Elbeuf, qui était socialiste, rocardien, et qui avait le désavantage, c'est vrai, par rapport à Fabius, avec tous les diplômes qu'il avait. Extraordinaire, diplôme, l'ENA, puis je crois l'ENA, puis normal peut-être, normal sup, enfin bon. Comme dit ma femme, j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est elle qui l'a dit, mais c'est tellement beau, et tellement vrai. Il n'y a pas plus con qu'un type intelligent. Et voilà. Et donc lui, il a pris donc la place de ce type. Qui était mon pote, qui était le patron de la CFDT, Renaud Cléon, c'est de là d'ailleurs qu'a commencé mai 68, donc c'était une sorte de héros de mai 68, mais qui était anticommuniste, anti-gauchiste, rocardien, vraiment le bon socialiste de droite comme je les aime. On était très amis, et ma mère était son adjointe à la mairie. C'était presque la famille. Il vous a dérangé, là. Là, Fabius s'est assis dessus pour ne rien foutre. Alors, en trichant, bien entendu, parce qu'il était maire de Grand-Quevilly, il avait toutes les voix des employés municipaux, mais enfin, il passait de justesse pour être le candidat du parti à l'époque, dans les années 70. Et donc, mon pauvre copain, il a pu être son supplément une fois, puis après, il a essayé de le tuer, quoi. Mais il n'est pas arrivé, mais il a essayé de le tuer. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est ça, les maires. Il y a des maires extraordinaires qui font, on voit bien, Pau aujourd'hui a beaucoup changé. Je pense à, par exemple, ce qu'a fait une ville que vous connaissez bien, Montpellier, c'est absolument extraordinaire. Mauroy à Lille, enfin, c'est incroyable. Juppé. Estrosi à Nice, Juppé à Bordeaux, enfin, c'est incroyable ce qu'un maire peut changer dans une ville, quoi. C'est le seul, d'ailleurs. Oui, c'est à ce niveau-là, c'est absolument extraordinaire ce qu'ils font. Alors, quels sont les 2 livres qui vous accompagnent? Et donc, ce que je veux juste terminer là-dessus, c'est que Fabius ne s'est pas occupé du tout de la réindustrialisation de ce qu'a fait par exemple le père Frêche, ce qui serait peut-être plus possible aujourd'hui, qui se baladait partout, notamment aux États-Unis, avec des cohortes de collaborateurs, des dossiers, des trucs, pour essayer d'obtenir des implantations d'entreprises. Il faisait le tour du monde pour essayer d'avoir des implantations d'entreprises. Il faisait un travail de patron absolument extraordinaire. Et Fabius, il n'a pas fait venir une seule entreprise.
il s'en foutait. Parce que ce soit une ville d'assistés, de chômeurs, etc., bah, il disait c'est bon pour mon électorat, j'imagine. Oui. C'est ça. Donc ça vivait comme ça. Et cette ville, elle a périclité. Et aujourd'hui, c'est évidemment une des villes les plus pauvres de France. Les deux grands livres que vous lisez régulièrement, que vous relisez. Oh, il y en a un paquet quand même. Hein. Il y en a un paquet. Oui. Si je suis en dépression... Oui. Ça doit vous arriver, à mon avis. Oui, pas souvent, mais franchement, pas souvent. De temps en temps, quand même. De temps en temps, mais pas, je ne suis pas sujet à la dépression. Non, vous n'êtes pas sujet à ça. Mais quand même, de temps en temps, ça peut m'arriver. C'est Le Gai Savoir. Le Gai Savoir de Nietzsche. C'est un livre de fou. Savoir. Il est fou, Nietzsche. Mais c'est extraordinaire parce que, vous savez, Nietzsche, il a dit cette phrase incroyable qui est très juste. Elle s'applique à lui d'ailleurs. Si vous cherchez le bon philosophe, vous en alignez 10 et vous prenez celui qui rit, c'est le bon. Celui qui rit, c'est le bon. Et c'est vrai que lui, il rit tout le temps. Et moi, je connais pas assez son œuvre parce qu'il y a un truc que je trouvais très con toujours, c'était le Zarathustra. Je me disais, ce truc, c'est quand même... C'est un peu idiot, c'est insipide, je comprends pas ce truc. Puis le surhomme, tout ça, c'est tellement bête. Et c'est Michel Onfray, le philosophe, qui est un très bon spécialiste de Nietzsche, il le connaît par cœur. Je lui dis, mais pauvre con, enfin, on est copains, hein, c'était pas méchant, mais pauvre con, mais t'as pas vu que c'est de l'humour. C'est que de l'humour, quoi. C'est-à-dire, même quand il apparaît sérieux, en fait, il se moque, il déconstruit aussi à sa façon. Donc c'est vrai que Mais sinon, il y a des livres... moi, j'adore... mais c'est très drôle, mais c'est une sorte de maladie. Je reconnais. Je lis beaucoup la correspondance de Flaubert, mais dans la Pléiade, là, c'est 5 tomes, c'est très long, et c'est très drôle, c'est une espèce de vieux ronchon, un peu comme moi. Donc, c'est pas à cause des ressemblances, parce qu'il fait de la peine en même temps, il n'a pas compris la vie, il est malheureux. Bon. Mais j'aime bien, parce qu'il a des colères, tout ça. Enfin, j'aime bien vivre avec lui. Mais pour moi, c'est peut-être le plus beau livre de la littérature. Mais Mitterrand disait toujours, Voltaire, c'est très bien aussi, hein, la correspondance de Voltaire, mais c'est beaucoup trop kilométrique. Après, il y a plein de beaux petits livres. Mais partout, je citais tout à l'heure Simone Veil, La pesanteur et la grâce, mais c'est magnifique. C'est des petites citations comme ça qui ont été piochées dans ses carnets, c'est absolument magnifique. Un livre qui a beaucoup compté dans ma vie, qui m'a construit, je vous le conseille, c'est 93 de Victor Hugo. Ah oui, 93. 93 sur la Révolution française. Hugo est un ancien monarchiste, il ne faut pas oublier. Quand il était maire d'un arrondissement de Paris, il a fait tirer sur la foule lors de la révolte ouvrière de 1848. Et après, il est passé très à gauche quand il a commencé à lutter contre Napoléon III. Et il est devenu un peu l'incarnation de la gauche. Et c'est vrai que dans ce livre, qui est un livre de fin de vie, enfin c'est un dernier grand roman, il a, comment dire, c'est très subtil. Et même s'il fait semblant d'être pour la Révolution, il explique quand même, tout ça est atroce, c'est que le personnage le plus noir de la Révolution, c'est le Jacobin, le robespierriste, quoi. Et c'est un très grand livre, mais c'est pas un livre qui vous retape, je dirais pas ça. Je dirais pas ça, parce qu'il y a beaucoup de choses actuelles en fait dans ce livre, mais c'est un très grand livre. Mais de toute façon, je veux dire, globalement, la littérature retape, parce que ça peut être très bien moi aussi de la poésie. J'ai posé la question. Ouais. Ben oui, par exemple, moi, bon, c'est vrai que je fais partie des dingues qui vénèrent Aragon. Bah, je sais, c'est un Stahl, on va pas. Il y a de quoi. Lénine, Pré-Staline, enfin toutes ces conneries, etc. Tout ce qu'il a fait, pas beaucoup de caractère. Vraiment un peu un salaud, quoi, sur le plan humain. Mais que j'ai rencontré quand j'étais gosse, parce que j'avais tellement d'admiration pour lui. Alors c'était comme ça. J'ai fait des interviews dans Paris-Normandie à l'époque. Et c'est vrai que je vénère. Et c'est vrai que la poésie d'Aragon, notamment les poètes, le recueil Les Poètes, mais c'est sensationnel. C'est sublime. Mais après, qu'est-ce que vous avez emmerdé avec Rimbaud et tout ça? Mais Aragon, il y a tout dedans. Baudelaire, c'est pas mal aussi, mais c'est un peu triste. Hein. C'est pas quand t'as le bourdon là. C'est plutôt. Mais Aragon, c'est une espèce de joie de vivre. Et puis même des poèmes réputés secondaires. Mais que Stéphane Zweig adore parce qu'il a écrit un très bon, un petit texte sur lui, un petit portrait qui est magnifique. Émile Verhaeren, je conseille. Émile Verhaeren. Très bien.
Très À bien. l'école, on étudiait ça. Ben, c'est vachement bien. Ben, on étudie plus ça, personne ne connaît plus. Tu dis Émile Viraren, mais c'est magnifique. Mais bon, enfin, je peux continuer parce que sur les bouquins, il ne faut pas me lancer. Moi, je veux pas. On peut faire ça pendant c'était des pour heures. situer vos références. Et le matin, quand on se lève, qu'est-ce qui se passe quand on est Gisbert? Le quoi? Le matin, quand on se lève, J'ai des gros problèmes de sommeil. de De sommeil. sommeil. Je ne dors pas. Vous dormez pas? Non. Donc, je me réveille parfois à 5 heures. J'ai essayé tous les trucs. Maintenant, je suis au Toplexil pour dormir. Je vois qu'il y a des spécialistes. C'est un club. Les Vous avez des pharmacies, camarades? les pharmacies sont souvent en rupture de Toplexil. Et ce sont des voyous comme moi. D'ailleurs, c'est pas très bon pour les mecs. Hein. Moi, au point où j'en suis, c'est pas grave. En fin de vie, c'est pas gênant, mais c'est pas très bon pour l'urètre. Hein. Ça a tendance à le rapetisser. Mais Toplexil, c'est fait pour les tout sèches des enfants. Et quand d'ailleurs vous avez des problèmes avec vos enfants, il y a quelques grands-parents ici, mais il y a quelques parents aussi, bah, vous les bourrez de Toplexil, vous dites qu'il tousse, puis vous êtes tranquille, il dort. Hein. Et ça marche pour les vieux pareil. Et la preuve en est qu'il y a toujours des... Même quand il n'y a pas de tout du tout, qu'il fait très chaud, vous avez toujours des pénuries de Toplexil dans les pharmacies. Et d'ailleurs, de temps en temps, parce que moi, ça fait 5 ou 10 ans que je suis au Toplexil, il y a parfois le pharmacien qui vous dit mais c'est pour la toux, c'est pour dormir. Mais on n'a pas le droit pour dormir, mais enfin, je le prends quand même. Voilà. Donc, je dors pas. L'insomnie, et j'ai compris que l'insomnie pouvait être créatrice, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ma mère me disait toujours, voilà, c'est pas écouter toujours sa mère, tu n'as pas eu ton compte de sommeil, il faut dormir 8 heures, tu n'as pas eu ton compte de sommeil. Moi, si j'ai bien dormi pendant 5 heures, ça va. Et donc, puis maintenant, je fais de temps en temps des petites siestes. Ça, c'est le Sud qui m'a appris ça, les petites siestes. Oui, la petite sieste de 20 minutes, c'est-à-dire, tu gagnes énormément au change. Si tu es en forme, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai dû dormir 5 heures. J'ai fait une petite sieste dans le train, 20 minutes. J'avais même mis le réveil pour ne pas dépasser. Il ne faut pas dépasser. La sieste, il ne faut pas qu'elle fasse une demi-heure. Et c'est génial. Un médecin ambulant, il peut vous... C'est génial. Oui, oui, j'ai d'autres conseils si vous voulez. Oui. Après... Vous pourrez le consulter après, le docteur Gisbert. Enfin, moyennant, évidemment, rémunération. Il vous dira tout. Donc, je vous disais au départ que... D'abord, merci d'être venu à Pau, Gisbert, vraiment. Mais c'est toujours un plaisir. Bon, il n'y a pas les tulipes cette année, enfin, ce sera pour plus tard. Donc, vraiment, merci. Et je vous disais au début qu'on allait découvrir Gisbert dans l'intégralité de ce qu'il est, de ce qu'il pense, de sa légèreté, de sa profondeur. Et merci non seulement d'avoir été à Pau, mais d'avoir été comme vous l'êtes, libre, intelligent, profond et voyant. Et voyant la vie. Mais vous en êtes un autre. Oui. Et donc, il faut l'applaudir, lui, il est très bien. Hein. Oui. Je suis content qu'au-delà du livre, vous ayez vu vivre l'énergumène personnage. Et j'en ai épuisé plus d'un. Hein. Et plus d'une. Et plus d'une. Et donc, dans ce livre, il donne tout. Moi, je sais que dans donne tout, j'écris toujours chaque livre comme si c'était le dernier. Oui, mais celui-là, c'est vrai qu'il y a un petit côté plus testamentaire, parce que ça fait longtemps que je pensais... Et en fait, dans ce livre, j'ai mis des éléments sur lesquels je travaillais depuis longtemps. Oui. Par exemple, la Révolution française. Ça m'a toujours hanté. Donc, il y a quand même... Et avec des textes qui ne sont pas utilisés par les historiens aujourd'hui. Par exemple, j'ai les œuvres complètes de Robespierre. Ça change tout. Quand vous citez un discours de Robespierre, vous avez compris que ce mec est une saloperie. Contrairement à ce que nous disent les profs d'histoire, c'est une saloperie totale, la façon dont il traite Danton, et puis qu'en plus il se plaint parce il appelle à tuer, à guillotiner Danton, et il se plaint. C'est triste évidemment, je sais c'est dur, mais il faut le faire pour la France, le pauvre type. Et après, c'est vrai qu'il y avait des éléments de livres comme ça que j'avais... je collectionnais aussi pas mal de trucs sur l'épuration, parce que l'épuration, ça m'a frappé beaucoup comme gosse. Parce que j'avais un grand-père qui était un résistant, mais vraiment de fou, c'est-à-dire une sorte de maniaque de la résistance qui avait fait une imprimerie dans la forêt des Essarts près de Rouen.
mais tout de suite, qui a résisté dès le début, quoi, dès que Pétain est arrivé au pouvoir. Et il disait, de toute façon, j'avais aucun mérite. J'ai fait Verdun avec Pétain, ce con. Mon grand-père ne disait jamais de gros mots. Donc pour moi, c'était un personnage, c'était pire qu'Hitler, Pétain, à l'époque. Et c'est vrai que j'ai vécu avec tous ces gens-là, en permanence, les discours du grand-père. Et le grand-père, quand il parlait de l'épuration, il pétait les plombs. Il disait c'était dégueulasse. Il y avait de quoi. C'était dégueulasse. Et même, lui, il était obligé de défendre corps et âme des collabos qui, dit-il, grâce auxquels il a vécu, qui ont sauvé lui et d'autres, mais bon, qui continuaient à avoir des fonctions dans le système. Et lui, alors, il n'était pas suspect du tout. Au contraire, d'ailleurs, il était très dur avec les pétainistes, les collabos. Mais ceux qui avaient travaillé avec la résistance, lui était pour la protection maximum. Il m'a toujours dit que ça n'avait pas été le cas, quoi. Qu'il y avait eu beaucoup d'exécutions sommaires. Et bon, il n'y avait pas eu le temps d'étudier le dossier des gens. Oui. Donc, vous allez avoir le plaisir d'avoir une conversation directe avec lui dans l'autre salle derrière. Merci encore d'avoir été avec nous, François-Olivier Gisbert. On vous a bien reconnu. Merci et vive Pau! Bonne soirée. Bonne soirée.